du capital, c'est-à-dire le capital proprement dit. Et à la fin de l'opération, lorsque donc le crédit arrive à extinction, le banquier garde les intérêts, mais détruit le capital, puisqu'il était créé à partir de rien. Et c'est ce système-là qui a été généralisé et qui a permis finalement aux banquiers de devenir des gens extrêmement importants et sans lesquels aujourd'hui rien sur le plan économique ne pourrait se faire. Le problème, c'est un petit peu l'aléa moral, parce que tout ceci, qu'on le veuille ou non, procède de ce qui est quand même assez voisin d'un enrichissement sans cause. Étant entendu, quand vous faites payer des intérêts sur de l'argent, certes, qui vous sert à acheter quelque chose, mais qui n'a en définitive rien coûté aux banquiers. Et c'est tout ce, comment dirais-je, tout ce halo, comment dirais-je, d'ombre qui est toujours soigneusement tu dans toutes les opérations bancaires actuelles. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça explique énormément de choses. Le problème, comment dirais-je, du contrôle de la monnaie est un problème absolument fondamental. On peut dire aujourd'hui que le grand tournant a été pris sur les émissions monétaires avec la première banque centrale créée, qui a été la Banque d'Angleterre. Cette banque centrale a été créée en 1694 par Guillaume d'Orange, qui, malgré son nom, régnait donc sur l'Angleterre et était d'origine allemande. Et Guillaume d'Orange avait un problème pour financer toutes ces opérations, y compris les guerres, c'est que la révolte de 1680 des baronnets lui avait mis un carcan extrêmement serré et il ne pouvait plus disposer comme il le voulait de l'impôt, parce qu'avant c'était très simple, on avait besoin de faire des dépenses, eh bien on crée un impôt, chose qu'on connaît bien. Bon, et là, à partir de 1680, les choses étaient devenues beaucoup plus difficiles. Donc Guillaume d'Orange a demandé à des amis banquiers, allemands et hollandais, qu'il connaissait, de leur a demandé de savoir comment ils pourraient faire finalement pour leur emprunter de l'or à eux. Et ces banquiers lui ont dit, ben voilà, on va faire une banque dont nous serons les propriétaires et qui s'appellera la Banque d'Angleterre. On remarque que Banque d'Angleterre, ça pourrait laisser penser que c'était une banque en quelque sorte d'État appartenant à la couronne britannique. Et je pense que c'était effectivement ceci pour inciter la confiance, pour dire voilà un établissement qui a pignon sur rue et qui finalement procède directement de la monarchie. En fait, cette banque avait un côté assez particulier, c'est que bien sûr, elle émettait des billets qui représentaient une certaine somme d'or, mais elle ne faisait pas que ça. Elle émettait également un certain nombre de billets, et ça c'était par contrat, qui échappaient à la quantité d'or entreposée dans les caves de la banque. C'est donc sur sur cette idée de monnaie, bien sûr gagée sur l'or pour une certaine partie, mais également monnaie fiduciarisée, la monnaie fiduciaire, c'est celle qui ne représente pas, en fait, qui n'a pas une valeur intrinsèque déterminée. Et donc, il y avait une partie de monnaie fiduciaire dans les émissions de la Banque d'Angleterre, qui était relativement limitée, mais qui existait déjà. Et alors, l'autre accélérateur de l'histoire, et vous allez voir tout de suite pourquoi,
C'est passé en 1763, je saute directement, de 1694, Banque d'Angleterre, à 1763. Un Américain qui s'appelle Benjamin Franklin vient faire une tournée en Europe. Et à l'époque, bien sûr, toute l'Amérique du Nord était une possession de la couronne de Sa Majesté. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre a interrogé Benjamin Franklin pour lui demander quelle était, d'après lui, la raison de l'exceptionnelle prospérité des colonies britanniques en Amérique du Nord. Et la réponse de Franklin a été à la fois très simple et très directe. Il a dit, c'est très simple, nous avons notre propre monnaie et nous l'émettons en fonction des besoins de notre industrie et de notre commerce, et il n'y a aucun intérêt à payer dessus. C'était effectivement ce qu'on appelait à l'époque les local scripts, c'est-à-dire les écritures locales américaines. Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre l'a très mal pris. Il a donc fait pression pour qu'une loi soit établie pour imposer l'argent de la Banque d'Angleterre aux colonies américaines. Et je crois que c'est Jefferson qui a dit la cause profonde de la révolte des colons américains, c'est lorsque les Anglais ont voulu imposer leur propre monnaie, parce que ça a créé chez nous énormément de désordre. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, l'économie d'un seul coup est tombée en récession, et ça s'est terminé finalement par le mouvement de révolte qui a mené à la guerre d'indépendance. Ça, c'était donc Jefferson qui disait ça. Et effectivement, quand on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit d'une chose, c'est que toute, comment dirais-je, la période, toute l'histoire des États-Unis, pratiquement, jusqu'à nos jours d'ailleurs, elle tient, ou à peu de choses près, elle tient au contrôle de leur monnaie, du dollar. Et les deux premiers siècles de l'existence américaine, enfin pas tout à fait, disons de 1775, donc ou 76, date de l'indépendance, jusqu'en 1913, ça a été une lutte incessante pour le contrôle du dollar, de la monnaie américaine. Alors, il y a eu deux sortes de présidents américains qui se sont succédés. Il y a eu ceux qu'on appelait les Hamiltoniens. Les Hamiltoniens, c'était les partisans d'une banque centrale américaine qui aurait contrôlé toutes les autres banques américaines. Et il y avait les Jeffersoniens, qui, eux, étaient tout à fait convaincus qu'il fallait à tout prix éviter une banque centrale qui aurait contrôlé toutes les autres banques aux États-Unis. Ils ne voulaient pas, et c'est très important parce qu'en fait on retrouve déjà une idée du libéralisme, c'est-à-dire le moins de centralisation possible, parce que certains d'entre eux avaient parfaitement compris, et il y en a un notamment qui a été très important, là c'est celui qui a régné entre 1824 et 1832, dont je cherche désespérément le nom, mais qui est très connu, c'est Andrew Jackson. Et Andrew Jackson avait fait mettre comme épitaphe sur sa tombe « J'ai tué la banque ». Et il faut dire qu'il avait réussi ce que les autres Jeffersoniens n'avaient pas réussi effectivement, c'est-à-dire qu'en 1791, les Anglais avaient réussi à imposer une banque qui n'était pas une banque centrale telle qu'ils auraient voulu, mais qui finalement avait quand même un petit peu le même rôle, disons qu'elle ne contrôlait pas les autres banques, mais c'est elle qui contrôlait l'émission de la monnaie américaine et qui fixait le taux du crédit. En gros, l'essentiel.
Et cette banque s'est appelée la Banque des États-Unis. Seulement, elle était limitée dans le temps, par prudence, et les privilèges qu'elle avait obtenus n'étaient valables que pour une durée de 20 ans. C'est donc en 1811 que s'est reposé le problème de la Banque centrale américaine. Et là, ça n'a pas été tout seul. Il y a eu, comment dirais-je, d'abord, la Banque des États-Unis a continué. Il a fallu attendre Andrew Jackson pour qu'elle disparaisse définitivement. Mais il y a eu toute une partie de flottement. Et puis finalement, après Jackson, les banquiers... on va y venir, mais il y avait déjà un certain nombre de banquiers qui, pour la plupart d'ailleurs, étaient tous représentants des banques anglo-saxonnes. C'est-à-dire qu'il y avait des banques anglaises et des banques allemandes, hollandaises, etc., et françaises d'ailleurs. Et donc ça faisait un petit consortium de banques qui finalement s'arrangeaient entre elles au niveau de l'émission monétaire, sachant que c'était la Banque des États-Unis dont ils avaient la propriété et qui finalement faisait les émissions et contrôlait le taux du crédit. Et on fait encore un petit saut dans l'histoire. On arrive en 1863. 1863, nous sommes durant la guerre de sécession. C'est donc Abraham Lincoln qui est le président des États-Unis. Et Abraham Lincoln découvre tout à fait par hasard que les États, les nordistes, se financent grâce à la banque Rothschild d'Angleterre, qui a un taux confortable de 35% sur ce qu'elle prête. Et il découvre, et ce qui le met en fureur, que les sudistes se financent non pas par la banque Rothschild de l'Angleterre, mais par la banque Rothschild de Paris, avec le même taux. Et donc, Abraham Lincoln écrit à un de ses amis, qui s'appelait Taylor, il lui dit « Comment est-ce que je peux faire pour me sortir de ce guêpier ?» Et Taylor lui répond « C'est très simple, vous imprimez votre propre monnaie par le Congrès, comme c'est prévu d'ailleurs dans la Constitution américaine, à l'article 1er, paragraphe 5, section 8 de mémoire, qui dit que seul le peuple américain a le droit, finalement, de frapper monnaie et de déterminer le taux du crédit. C'est marqué dans la Constitution. Et Lincoln le prend au mot et imprime donc les dollars par le Congrès, et pour les différencier des autres billets en dollars, le verso est imprimé avec de l'encre verte, et on les appellera les greenback dollars. Pour le remercier, évidemment, les banquiers qui n'étaient pas du tout contents, ils se sont occupés de lui en 1865, où il a été assassiné lors d'une représentation de théâtre. Bon. Ce qui montrait qu'il y avait quand même des tensions relativement importantes là-dessus. Il ne fallait pas trop jouer avec ça. Et donc, les choses se sont progressivement calmées, mais les banquiers, ceux qu'on appelait les banquiers gangsters, puisque les Américains n'étaient quand même pas dupes, n'arrivaient pas à asseoir vraiment leur banque centrale. Donc, il a fallu qu'ils provoquent un petit peu les choses. Alors, il s'est passé différentes choses, mais ce qu'on peut simplement noter, c'est qu'en 1910, en novembre 1910, il y a eu une réunion secrète entre tous ces banquiers, enfin les représentants de chacun de ces banquiers-là, qui s'est faite dans une île au large de la côte géorgienne, qui s'appelle l'île Jekyll, et dans laquelle il y avait une propriété qui appartenait je crois que c'était la JP Morgan qui en était le propriétaire, mais ils avaient donc invité un certain nombre de banquiers, ils étaient 9, je crois, de mémoire, et également le sénateur Aldrich, qui était le
président de la commission monétaire du Sénat. Donc quelqu'un qui était en quelque sorte aux premières loges. Et pendant une dizaine de jours,